La chambre individuelle de la clinique de maternité privée, au cœur de Paris, baignait dans une atmosphère aseptisée et un silence quasi monacal, rompu seulement par le bip rythmé et régulier des moniteurs médicaux. Une lumière douce filtrait à travers la grande fenêtre, éclairant la poussière flottante et un opulent bouquet de pivoine qui commençait déjà à se flétrir sur une table d'appoint. Ce décor, qui aurait dû être le théâtre d'une célébration joyeuse, était chargé d'une tension froide et oppressante, un contraste saisissant entre l'apparence de soins et la conspiration qui se tramait à voix basse. Chaque son, chaque ombre semblait participer à un complot silencieux, transformant ce qui devait être un sanctuaire de vie en une scène de trahison imminente, où l'innocence du nouveau départ était souillée par des intentions obscures et calculatrices, invisibles à l'œil nu, mais palpables dans l'air lourd de la pièce. Allongée au milieu de ce luxe stérile se trouvait Chloé. À 32 ans, cette architecte autrefois vibrante et pleine de vie n'était plus qu'une silhouette pâle et immobile, le visage partiellement masqué par la sonde d'intubation qui la maintenait en vie. Son corps était une prison de chair inerte, une statue de cire impuissante suite aux complications de son accouchement. Mais à l'insu de tous, un miracle s'était produit. Son esprit, lui, venait de s'éveiller avec une clarté terrifiante, prisonnière de son propre corps. Incapable de bouger un cil ou d'émettre le moindre son, elle était devenue une spectatrice silencieuse de sa propre tragédie. Elle entendait tout, ressentait la fraîcheur des draps sur sa peau, percevait le parfum déclinant des fleurs, mais restait piégée derrière un voile de paralysie, son esprit hurlant dans un silence de mort. Les voix lui parvinrent d'abord comme un murmure étouffé, des sons indistincts qu'elle peinait à identifier. Puis, elles devinrent nettes, cruelles, insupportables. C'était la voix de son mari, Guillaume, mêlée à celle de sa belle-mère, Monique. Les mots, au début, semblaient enrobés d'une fausse compassion, évoquant sa condition fragile. Mais rapidement, le vernis craqua, révélant la laideur de leurs véritables préoccupations. Il parlait de débrancher les appareils, de l'assurance vie substantielle, qui serait bientôt débloquée, de la manière de gérer les formalités pour que tout paraisse légitime et tragique. Chaque syllabe était un éclat de verre qui se plantait dans la conscience de Chloé, pulvérisant l'image de l'homme qu'elle aimait et de la famille qu'elle pensait avoir construite. L'amour et la confiance se dissolvaient pour laisser place à une horreur glaciale et impuissante. Mais le véritable abîme s'ouvrit lorsqu'ils commencèrent à parler de ses filles, les jumelles, Léa et Sophie, qui dormaient paisiblement dans un berceau tout proche. Le plan qu'ils échafaudaient dépassait l'entendement. Il ne s'agissait pas seulement de sa propre mort, mais de l'effacement pur et simple de l'une de ses enfants. Une seule, c'est déjà bien assez de travail et de dépenses. On fait disparaître l'autre et personne n'en saura jamais rien. Entendit-elle la voix de Monique, glaciale de pragmatisme. Cette phrase fut le coup de poignard final, celui qui transforma son désespoir en une rage sourde et inextinguible. C'est en entendant des histoires comme celle-ci qu'on se rend compte à quel point il est vital de donner la parole à ceux qui ne peuvent pas parler. Si vous pensez que ces combats méritent d'être entendus, votre abonnement nous aide à continuer de partager ces témoignages. Dans le silence de sa prison charnelle, les souvenirs de Chloé affluaient avec une clarté douloureuse, fragments d'une vie qui semblait désormais appartenir à quelqu'un d'autre. Elle se revoyait, quelques années plus tôt, dans leur premier appartement du Marais, les murs encore nus et l'air vibrant de promesses. Guillaume était alors son complice, son confident, l'homme dont le rire pouvait dissiper les ombres d'une journée difficile. Elle se souvenait de l'odeur de la peinture fraîche mélangée à celle du café qu'il lui apportait pendant qu'elle dessinait des plans jusqu'à tard dans la nuit. Ils partageaient des rêves d'avenir, des projets de voyage, la vision d'une famille unie. Chaque souvenir était une lame de plus dans son cœur, car elle comprenait maintenant que ce bonheur n'avait peut-être été qu'une façade, une mise en scène savamment orchestrée par un homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu.
Leur amour s'était construit sur des fondations qu'elle croyait solides, faites de respect mutuel et d'aspirations communes. Chloé, avec son talent d'architecte, donnait forme à leurs rêves, tandis que Guillaume, l'homme d'affaires pragmatique, assurait leur faisabilité. Ils formaient une équipe, ou du moins, c'est ce qu'elle avait toujours pensé. Elle se rappelait leurs longues discussions sur le balcon, surplombant les toits de Paris, un verre de vin à la main, imaginant la maison qu'ils construiraient un jour, une maison pleine de lumière et de rires d'enfants. Cette image, autrefois source de réconfort, était maintenant souillée par la trahison. La lumière s'était transformée en une obscurité glaciale, et les rires imaginés étaient étouffés par les murmures cruels qui avaient scellé son destin et menaçaient désormais celui de ses filles, les innocentes dépositaires de ses promesses brisées. De son lit, son regard paralysé se posait souvent sur le berceau où dormaient Léa et Sophie. Elles étaient si petites, même si parfaites dans leur inconscience du drame qui se jouait autour d'elles. Leurs poings minuscules se serraient dans leur sommeil, leur poitrine se soulevait au rythme d'une respiration douce et régulière. Elles étaient le fruit de son amour, la concrétisation de son espoir le plus cher. Chloé pouvait sentir l'odeur poudrée de leur peau, entendre leurs légers soupirs, même si elle ne pouvait ni les toucher, ni les réconforter. Chaque détail de leur existence était un miracle, une ancre qui la retenait au monde des vivants. Elles étaient la raison pour laquelle elle devait se battre, la preuve tangible que tout ce qu'elle avait vécu n'avait pas été qu'un mensonge, car cet amour maternel, lui, était d'une vérité absolue et indéniable. Sophie, en particulier, était devenue le centre de sa lutte silencieuse. Entendre son nom prononcé avec un tel dédain, la savoir considérée comme un problème à éliminer, avait allumé en Chloé un feu inextinguible. Elle passait ses heures d'éveil à les observer, à mémoriser chaque trait de leurs visages identiques, cherchant désespérément un moyen de les protéger depuis son immobilité. Elle imaginait leurs premiers pas, leurs premiers mots, leurs rires éclatants dans le jardin de la maison qu'elle avait dessiné pour eux. Cette vision du futur était son unique refuge, son armure contre le désespoir. La vulnérabilité de ses filles était le miroir de sa propre impuissance, mais elle était aussi le catalyseur de sa volonté de faire. Elle ne les laisserait pas devenir les victimes silencieuses d'une avidité monstrueuse. La rage était une compagne constante, une énergie sombre qui bouillonnait sous la surface de son calme forcé. Elle repassait en boucle chaque mot, chaque intonation de la conversation entre Guillaume et sa mère, la froideur calculatrice de Monique, la complaisance lâche de son mari. Ses voix résonnaient dans sa tête, la torturant, mais la maintenant aussi en alerte. Elle disséquait chaque phrase, chaque silence, les gravant dans sa mémoire comme un procureur prépare son réquisitoire. Cette épreuve mentale était épuisante, la plongeant parfois dans des abîmes de terreur où elle se voyait débranchée, ses filles séparées à jamais. Pourtant, elle s'accrochait à cette douleur, la transformant en carburant. La trahison avait détruit son cœur, mais elle avait aussi forgé une guerrière dans les ruines de son ancienne vie. Les jours se muaient en semaines, une lente agonie rythmée par les visites et les soins médicaux. Son corps, bien que prisonnier, commençait à livrer une bataille microscopique pour la guérison. Mais cette lenteur était une torture. Chaque minute qui passait était une minute de plus, où ses filles étaient à la merci de leur bourreau. La frustration était immense, un cri silencieux contre ses propres limites physiques. Elle sentait des picotements dans ses doigts, des spasmes involontaires dans ses jambes, signes infimes d'une reconnexion nerveuse. C'étaient de petites victoires, mais elles semblaient dérisoires face à l'urgence de la situation. Le conflit n'était plus seulement dans sa tête, il était dans chaque fibre de son être, une lutte acharnée entre un esprit prêt au combat et un corps qui refusait encore d'obéir. L'arrivée de ses parents, chaque après-midi, était une bouffée d'air frais dans l'atmosphère viciée de la chambre. Ils apportaient avec eux l'odeur du monde extérieur et une inquiétude sincère qui contrastait violemment avec la fausse compassion de Guillaume.
Chloé observait leur manège, la façon dont le regard de son père se durcissait en présence de son gendre, la manière dont sa mère serrait un peu plus fort sa main inerte. Ils ne savaient rien du complot, mais leur instinct leur disait que quelque chose n'allait pas. Ils posèrent des questions, s'étonnaient de la hâte de Monique à discuter de questions administratives, et leur méfiance grandissait à chaque visite. Pour Chloé, leur doute était un premier rayon d'espoir, la confirmation qu'elle n'était peut-être pas totalement seule dans cette bataille. Un après-midi, alors que la pièce était baignée d'une lumière dorée, sa mère s'assit près d'elle, seule. Elle prit la main de Chloé entre les siennes, une chaleur familière et réconfortante. Penchée vers son oreille, elle murmura des mots qui allaient tout changer. « Ma chérie, bats-toi pour tes filles, nous sommes là, ne les abandonne pas. » Ces mots simples, portés par un amour inconditionnel, furent l'étincelle qui ralluma la flamme. Ils percèrent le brouillard de son impuissance, atteignant le cœur même de sa volonté. C'est dans ces moments de bascule, quand tout semble perdu, qu'une seule parole peut tout changer. Soutenir ce que nous faisons, c'est nous permettre de continuer à vous raconter ces instants où l'humanité reprend ses droits. Votre inscription fait toute la différence. À cet instant précis, une décharge électrique sembla parcourir son corps. Ce n'était plus une simple pensée, mais une commande, un ordre envoyé depuis le centre de commandement de son cerveau à ses muscles endormis. Pour la première fois depuis des semaines, l'intention se traduisit en action. Lentement, avec un effort qui lui parut surhumain, ses paupières tremblèrent, puis s'ouvrirent. La lumière du jour l'aveugla un instant, floue et écrasante. Puis, le visage de sa mère apparut, brouillé par les larmes qui remplissaient ses propres yeux. Le monde n'était plus une scène sonore qu'elle subissait passivement. Elle en faisait à nouveau partie. Le choc et la joie pure sur le visage de sa mère furent la première récompense de son combat silencieux. La femme qui la regardait, abasourdie, n'arrivait pas à y croire. Elle appela son mari, sa voix brisée par l'émotion. Chloé, rassemblant chaque parcelle de l'énergie qui lui restait, se concentra sur la main de sa mère. Elle sentit les doigts chauds et familiers qui l'enveloppaient et ordonna à sa propre main de répondre. Un frémissement, puis une pression. Faible, à peine perceptible, mais indéniable. C'était un message, une réponse, la preuve qu'elle était bien là. « Elle m'a serré la main, Jean, elle m'a serré la main !» s'écria sa mère. Ce simple contact physique était plus puissant que n'importe quel discours. C'était la réaffirmation d'un lien, le début de sa reconquête, le premier pas hors de l'abîme où on avait tenté de la jeter. Les médecins furent appelés, incrédules, puis stupéfaits. Le réveil de Chloé était un miracle médical, un événement qu'ils n'osaient plus espérer. Mais pour elle, la bataille ne faisait que commencer. Alors que l'agitation grandissait autour d'elle, elle gardait son objectif en tête. Après plusieurs tentatives, sa voix sortit, un murmure rauque et fragile, à peine audible. Ses premiers mots ne furent pas pour se plaindre de sa douleur ou pour demander ce qui s'était passé. Avec une détermination qui glaça tous ceux qui l'entendirent, elle fixa son père et articula difficilement « Appelle ! La gendarmerie !» Le silence retomba dans la chambre, lourd et stupéfait. La victime venait de refuser son rôle et de désigner ses accusateurs. La guerre était officiellement déclarée. Lorsque Guillaume et Monique apprirent la nouvelle, leur panique initiale laissa rapidement place à une nouvelle stratégie, tout aussi cruelle que la première. Confrontés à l'éveil inattendu de leur témoin principal, ils changèrent de tactique. Guillaume se précipita à son chevet, jouant le rôle du mari soulagé et ému, tout en expliquant aux médecins et à la famille que Chloé était confuse, qu'elle souffrait probablement d'hallucinations post-traumatiques. Monique, avec son aplomb de grande dame, renchérissait, parlant de délire de persécution et de la fragilité mentale de sa belle-fille. Il commençait à construire une nouvelle prison autour d'elle, non plus de chair, mais de doutes et de mensonges, espérant la faire passer pour folle, avant qu'elle ne puisse les faire passer pour des monstres. Mais la tentative de Guillaume et Monique de la dépeindre comme une femme brisée par le chagrin et la confusion se heurta à un mur de sérénité inébranlable. Chloé,
assistée par ses parents et une avocate pugnace, se prépara pour l'épreuve qui allait définir son avenir et celui de ses filles. Elle passa les semaines suivantes en rééducation intensive, chaque mouvement reconquis, chaque mot prononcé plus clairement étant une arme de plus dans son arsenal. Elle ne se laissait consumer ni par la haine, ni par le désir de vengeance. Sa mission était simple et pure. Dire la vérité. Elle portait en elle non seulement le souvenir des murmures assassins, mais aussi la force tranquille de celle qui n'a plus rien à perdre et tout à protéger. Sa convalescence n'était pas seulement physique, c'était une reconstruction spirituelle, la préparation d'une combattante pour l'arène judiciaire. Le jour du procès, la salle d'audience du tribunal de Paris était comble, chargée d'une électricité palpable. Les médias s'étaient emparés de l'affaire, la présentant comme un drame familial sordide. Guillaume et Monique étaient là, jouant leur rôle de victimes d'une accusation calomnieuse, leur visage empreint d'une tristesse feinte. Puis Chloé entra, s'appuyant légèrement sur une canne. Elle n'avait pas l'air d'une victime fragile, mais d'une survivante. Son regard, clair et direct, balaya la salle sans s'attarder sur ses accusateurs. Elle s'assit, le dos droit, et attendit. Le silence qui s'installa lorsque son nom fut appelé était si profond qu'on aurait pu entendre le battement des cœurs. Chaque personne présente sentait qu'elle n'assistait pas seulement à un procès, mais à un moment de vérité absolue. Appelée à la barre, sa voix, encore légèrement voilée par l'épreuve, résonna avec une force surprenante dans le silence de la cour. Le procureur lui demanda de raconter ce qu'elle avait entendu dans cette chambre d'hôpital. Chloé ferma les yeux un instant, non pas par hésitation, mais pour replonger dans l'horreur avec une précision chirurgicale. Elle ne se contenta pas de rapporter les faits, elle les fit revivre. Elle décrivit le ton faussement compatissant de son mari, puis la voix glaciale de sa belle-mère. Elle reproduisit les pauses, les soupirs, la froideur calculatrice de chaque mot. Puis elle arriva au cœur des ténèbres, citant Monique avec une clarté effroyable. Une seule, c'est déjà bien assez de travail et de dépenses. On fait disparaître l'autre et personne n'en saura jamais rien. Une onde de choc parcourut l'assemblée. Après avoir livré son témoignage, un silence de mort plana sur le tribunal. C'est alors que Chloé tourna son regard, non pas vers le jury ou le juge, mais directement vers Guillaume. Le masque du mari éploré se fissura sous l'intensité de ce regard qui ne contenait aucune haine, seulement une insondable pitié et une force nouvelle. D'une voix qui ne trembla pas, elle lui adressa ses derniers mots, des paroles qui scellèrent son triomphe bien plus sûrement que n'importe quel verdict. « Vous n'avez pas réussi à me prendre ma vie, » dit-elle calmement. « Au contraire, vous m'avez donné une raison de vivre pour 1000 vies. » Cette phrase, prononcée sans emphase, mais avec le poids de la vérité, anéantit la dernière parcelle de leur défense. Ce n'était plus une accusation, c'était une renaissance. Le verdict tomba comme une évidence, une conclusion logique à ce témoignage dévastateur. Coupable. Le mot résonna contre les murs de bois sombre, mais Chloé ne manifesta aucune exultation. Elle accueillit la nouvelle avec une dignité silencieuse, fermant simplement les yeux et laissant échapper un long soupir qui semblait libérer des mois de tension et de peur. La justice n'était pas une victoire bruyante, mais une paix intérieure retrouvée, la promesse d'un avenir enfin sécurisé pour Léa et Sophie. En sortant du tribunal, assaillie par les flashs des photographes, elle ne vit que les visages de ses parents qui l'attendaient, les larmes aux yeux. La bataille était terminée. La vraie vie, celle qu'elle allait construire sur les ruines de l'ancienne, pouvait enfin commencer. Et pour tous ceux qui ont suivi son histoire, le message est clair. Votre soutien nous permet de continuer à donner une voix à ces combats silencieux. Votre abonnement est un acte de solidarité. Les années qui suivirent le procès furent celles d'une reconstruction silencieuse et déterminée. Chloé quitta Paris sans un regard en arrière, la ville lumière n'étant plus pour elle qu'un mausolée de souvenirs empoisonnés. Elle choisit la Dordogne, une région de collines verdoyantes et de rivières tranquilles, un refuge où le temps semblait s'écouler plus doucement. Là,
Elle acheta une vieille maison en pierre, avec un grand jardin où Léa et Sophie purent grandir loin du tumulte et des ombres du passé. Les premiers mois furent une lente réappropriation de la vie, une redécouverte des plaisirs simples, l'odeur de la terre après la pluie, le goût des fraises cueillies dans le potager et surtout le son cristallin des rires de ses filles résonnant contre les murs épais. Ce n'était pas un oubli, mais une transformation. Chaque lever de soleil sur la campagne périgourdine était une page blanche qu'elle remplissait de nouvelles promesses. Son talent d'architecte, elle le mit au service d'une nouvelle forme de création. Au lieu de dessiner des bâtiments, elle commença à construire des rêves en sucre et en chocolat. Elle ouvrit une petite pâtisserie artisanale dans le village, un lieu chaleureux et accueillant baptisé « Les douceurs de Chloé ». L'endroit devint rapidement le cœur battant de la communauté locale. Les gens venaient non seulement pour ses créations exquises, mais aussi pour la sérénité qui émanait d'elle. Pour Chloé, chaque gâteau était une petite victoire sur l'amertume. Le parfum de la vanille et du beurre chaud chassait les dernières traces de l'odeur aseptisée de l'hôpital. Pétrir la pâte était une forme de méditation, une façon de reprendre le contrôle, de façonner un avenir doux et tangible avec ses propres mains. Elle ne construisait plus des maisons, mais des moments de bonheur partagés. Une fois sa paix intérieure solidement ancrée, Chloé sentit le besoin de donner un sens plus large à son épreuve. Elle utilisa une partie des fonds qu'elle avait récupérés pour fonder Renaître, une association dédiée à l'aide juridique et psychologique pour les femmes victimes de violences conjugales et psychologiques. Elle ne voulait pas que son histoire reste un simple fait divers sordide. Elle voulait qu'elle devienne un outil, un levier pour celles qui se croyaient seules et sans issue. L'association n'offrait pas de la pitié, mais des armes, des avocats combatifs, des thérapeutes bienveillants, des groupes de parole où les silences étaient enfin brisés. Chloé y partageait son expérience non comme une plainte, mais comme une preuve vivante qu'il était possible de survivre à la trahison la plus profonde et de se reconstruire en utilisant les décombres de sa vie passée pour bâtir des fondations plus solides. Aujourd'hui, Chloé est une femme dont la force tranquille inspire tous ceux qui la croisent. Ses filles, Léa et Sophie, sont devenues de jeunes femmes brillantes et empathiques, fières du chemin parcouru par leur mère. On les voit souvent à la pâtisserie ou aidant bénévolement à l'association, perpétuant cet héritage de résilience. La vie de Chloé n'est pas une histoire de vengeance, mais une leçon de transformation. Elle a prouvé que la douleur la plus sombre peut devenir le terreau de la plus belle des renaissances, et que la véritable justice ne se trouve pas dans la chute des coupables, mais dans sa propre capacité à se relever et à éclairer le chemin pour les autres. C'est en partageant des récits comme le sien que l'espoir continue de vivre. Si vous croyez en la puissance de ces témoignages, sachez que votre inscription nous est précieuse pour continuer notre mission.